Les activités humaines ont conduit à l'isolation de beaucoup de poches de biodiversité. Dans le temps, il y avait des villes, quelques terrains agricoles au milieu de la forêt, schématiquement. Alors que maintenant, ils sont très isolés par des grandes distances et les villes grandissent. Et pour cela, il faut maintenant, pour la biodiversité qui est indispensable à l'humanité, on a tendance à agir pour qu'il y ait des échanges entre les milieux et plus simplement avoir des sanctuaires clos et isolés. Quel sera le lien entre ce qu'on fait à Madagascar pour les lémuriens, qui ont besoin de sauter d'arbre en arbre, donc qui ont fatalement besoin d'une connexion pour se retrouver entre eux grâce aux arbres. On fait ça pour les éléphants au Burkina Faso, mais on voit aussi que dans nos villes européennes, internationales, dans le monde entier, en Afrique, partout, il fait de plus en plus chaud à cause du changement climatique, et on voit que les maires intelligents plantent de plus en plus d'arbres. Figurez-vous qu'on est de 4 à 5 degrés de moins dans une rue qui est couverte par des arbres que dans une rue qui n'a pas d'arbres. Maintenant, quand on replante des arbres en ville, eh bien, on a la même démarche que nous en replantant des arbres dans des milieux naturels. Et tout ça peut contribuer à aider la biodiversité à se déplacer, mine de rien, à des espèces qui ont besoin de se retrouver les unes les autres, à se retrouver grâce à des corridors biologiques. Nous allons donc pouvoir parler brièvement de ce que c'est que ces corridors biologiques et de voir comment, en pensant les liens qu'on a à faire pour la nature, et bien finalement on arrive à carrément booster la dynamique de la biodiversité et au moins la préserver les espèces de leurs isolations qui parfois conduisent à leur disparition. On va très facilement comprendre que des familles d'animaux qui sont isolées, eh bien, vont plus pouvoir se reproduire. C'est principalement le cas chez des gros animaux. On l'a, nous, avec les lémuriens à Madagascar. Les indri-indri sont des animaux qui ne descendent pratiquement pas au sol, que très rarement, ces grosses peluches noires et blanches, qui sont des gros lémuriens, mangeurs de feuilles. Ils se déplacent d'arbre en arbre, ils font des sauts extraordinaires de plus de 10 mètres parfois, qui leur permettent de sauter d'un arbre à l'arbre. Maintenant, s'il n'y a plus d'arbres, eh bien, ils ne peuvent plus aller se retrouver. Les familles ont besoin des grands territoires et elles ne pourront plus le faire. Et c'est pour ça que quand on arrive à endiguer la destruction des forêts, par le soutien aux communautés locales, ce qu'on fait avec Aroma Forest, eh bien maintenant, on essaye de replanter des arbres, mais de façon intelligente, surtout pas des espèces uniques, mais des espèces diverses, des espèces à croissance rapide pour recréer le plus vite possible ces corridors, mais aussi des espèces qui vont permettre de transporter de la biodiversité. C'est assez évident donc chez une espèce comme l'Indri, qui est le plus grand des lémuriens existants, mais c'est moins évident chez d'autres espèces dont on a tout autant besoin ou qu'on a plaisir à voir aussi certains oiseaux. Et là, parfois, des poches de végétation, c'est principalement les arbres qui vont jouer un rôle de corridor, vont permettre à des espèces de faire escale. Je me souviens, c'est mon copain Olivier Langrand, qui est un grand environnementaliste, qui avait fait sa thèse à Madagascar sur le fractionnement forestier et les oiseaux. C'est un ornithologue de formation de base. Et en étudiant les blocs de forêt isolés, suivant les distances, eh bien Olivier avait trouvé qu'il voyageait encore dans certains blocs qu'ils étaient isolés et des fois plus. Certains oiseaux font des migrations sur des milliers de kilomètres, sont capables de partir des milliers de kilomètres en mer sans voir un seul arbre pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, voire des mois. Mais certains oiseaux ne vont pas faire plus d'une certaine distance entre deux blocs forestiers.
Olivier, je me souviens, avait trouvé qu'il y avait une distance de 6 kilomètres pour la plupart des oiseaux malgaches qui étaient des petits oiseaux forestiers, et que quand ils allaient retrouver un autre bloc forestier à moins de 6 kilomètres, eh bien, les oiseaux allaient se porter très très bien, parce qu'ils allaient se retrouver de famille en famille, échanger, les jeunes allaient retrouver d'autres jeunes d'autres familles et pouvoir se reproduire et garder une vraie dynamique de cette biodiversité, qui est aussi celle qui va être la biodiversité nécessaire à l'espèce humaine directement. On parle des abeilles, c'est la même chose. Elles vont faire des certaines distances entre des zones végétalisées et elles vont pas parcourir des zones, des distances qui seraient trop longues. Donc on a soit une connectivité, c'est ce dont on parle en corridor, je veux dire donc un lien forestier qu'on essaye de faire, de préserver entre différents blocs forestiers, ou alors on va avoir aussi une approche de corridor écologique qui va pouvoir se faire en préservant des petits blocs forestiers ou au moins naturels à certaines distances, le moins éloignées possible bien évidemment. Et ça, donc mine de rien, ça peut se faire en ville aussi. Quand nous avons des parcs qui sont pas trop isolés ou quand on restaure aussi des zones dégradées proches des villes, en périphérie, eh bien, on va arriver à préserver, en fait, la dynamique des espèces qui vont pouvoir se retrouver entre elles. Et tout ça, c'est vraiment la vie, c'est tout ce qu'on peut voir. Nos enfants aiment voir les oiseaux quand on a des pelouses toutes rasées ou des haies bien tondues de thuya. C'est pas très excitant, il y a rien à voir dedans. Donc c'est très important, je veux dire, d'avoir beaucoup plus de diversité. On en a besoin intellectuellement. Quand on est dans la nature, nos rythmes cardiaques arrivent à baisser. Quand on se retrouve à marcher tranquillement dans la nature, dans les villes, c'est pareil. Quand on peut s'asseoir dans un parc agréable, eh bien, tout ça, on redevient en harmonie. Donc, finalement, ces zones de verdure, ces zones de connectivité, garder ce lien avec la nature est indispensable pour les espèces sauvages. Mais nous, on en a besoin aussi. Et c'est ce qu'on va retrouver dans des villes à essayer de promouvoir. Dans le sud de la France, où j'habite à l'heure actuelle, j'ai été fasciné d'étudier un petit peu un oiseau qui est très spectaculaire, un oiseau qui est très rare maintenant en France, justement, à cause de son habitat dégradé, qui s'appelle l'outarde canepetière. Eh bien, si vous regardez ça, c'est fantastique. Les mâles font une danse, une vraie danse, je veux dire, en écartant les plumes de leur cou. C'est vraiment magnifique, magnifique. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils vivent très très près des villes. On en voit dans des milieux dégradés, dans des jachères, dans des zones abandonnées d'industrie qui ne servent pas trop. On voit ces oiseaux-là, et ça c'est typiquement des oiseaux qui vont être capables de voler et retrouver des milieux dégradés. Et si on pouvait amener les enfants à regarder avec des jumelles des écoles de là, finalement on se retrouve à 2-3 kilomètres des écoles, et ce serait fantastique de faire ça, et c'est une espèce qui est menacée. Et donc là, typiquement, en cherchant à aménager des habitats naturels qui correspondent aux besoins de ces espèces-là, eh bien finalement, on va garder toutes ces espèces dans la dynamique de leur population. Et on va les retrouver autour de nous et on va pouvoir en profiter aussi, encore une fois, au-delà des besoins que nous avons d'avoir des abeilles qui vont polliniser, je veux dire, nos fleurs pour nous faire nos fruits, pour nous faire tout ça. Maintenant, on peut reprendre encore ces corridors forestiers sur leur état, et moi je vais vous parler quand même 2 minutes de ce corridor forestier qu'on a dans le sud du Burkina Faso, sur lequel on travaille depuis plus de 10 ans, bientôt 15 ans maintenant. Parce que quand j'ai trouvé ça fantastique. Il y avait eu des actions sur la réserve de Nazinga qui avaient été faites parce qu'il y avait une gestion plus privée, alors que le gouvernement burkinabé avait très peu de moyens pour agir pour la conservation des éléphants. Et en fait, les populations se trouvaient assez bien dans cette petite réserve.
Mais à un moment donné, on voit les limites en fait des sanctuaires, puisque cette réserve s'est trouvée isolée, les populations se sont trouvées isolées, et en fait les populations grandissaient trop vite à l'intérieur de cette réserve, et ce qui pose de vrais problèmes. On a ça en Afrique dans beaucoup de régions, où les éléphants finissent par être trop contraints dans leur réserve, et lorsqu'ils sortent, c'est souvent des catastrophes humaines. Parce que vous imaginez bien, un éléphant dans son champ, c'est pas terrible. Ou voir des éléphants, comme moi j'ai pu le voir au Népal, qui sentent les réserves de riz de pauvres paysans. Bien quand l'éléphant il se dit tiens j'ai un peu faim, il fait un peu sec en ce moment, je vais aller manger dans la réserve de riz, c'est une catastrophe. Et donc, ce qu'on a fait au Burkina Faso, avec des biologistes, on n'était pas tout seuls, c'était identifier quelles étaient les zones possibles pour que les éléphants puissent passer de cette réserve de Nazinga jusqu'au parc national de Kaboré-Tambi, dans le cas présent, qui était le plus gros. Et donc, c'est là où on maintient ce corridor forestier. Et pour moi, c'est une expérience fantastique puisque on arrive à impliquer les femmes dedans pour valoriser les plantes locales. Il y a le karité qui est connu de tout le monde et en aidant les femmes à valoriser ce karité du corridor des éléphants, eh bien finalement elles en deviennent les défenseurs. Et il y a dans ce corridor plein d'autres plantes, le baobab bien sûr, mais il y a aussi l'arbre à serpent, beaucoup de choses. Donc ce corridor va permettre de créer une dynamique pour les éléphants qui vont partir d'une zone qui est trop serrée pour elles, où ils finiraient par détruire la végétation, parce qu'un éléphant ça mange énormément. Et donc là, on a besoin de ces corridors. Maintenant, si on revient à la ville, il y a eu un texte du Muséum national d'histoire naturelle, où j'ai commencé ma carrière de biologiste, il y a bien longtemps maintenant, qui disait « Pourquoi a-t-on besoin de la nature ?» Eh bien, je vais vous le lire un petit peu, parce que je trouve que c'est bien écrit. Pourquoi la ville a-t-elle besoin de la nature ? L'urbanisation gagne sans cesse du terrain, participant à la raréfaction des terres et à la diminution de la biodiversité. La ville doit donc préserver des espaces pour la nature, par souci éthique, pour permettre à la biodiversité d'exister, mais aussi parce que ces éléments naturels fournissent des services de régulation, dits services écosystémiques, grâce auxquels les villes restent viables. Je vous en ai déjà parlé, il y a le rôle de régulateur thermique des arbres. Les végétaux contribuent à réguler la température grâce à l'évapotranspiration, le transport de l'eau du sol et des plantes dans l'atmosphère. C'est comme un climatiseur. Quand c'est l'évaporation qui va permettre de refroidir en fait l'air, sans parler bien sûr de l'ombre que nous fournissent les arbres. Les écarts de température ont été mesurés dans différentes villes et suivant leur degré de végétation, on arrive entre 2 à 10 degrés de moins quand il y a une bonne végétation qui a été bien mise en ville par rapport à des zones de ville qui ne sont pas végétalisées. La régulation thermique, elle est assurée par les végétaux en ville. Elle peut être une question de vie ou de mort. Quand on voit ce qui se passe avec le changement climatique, des températures qui dépassent 40 degrés, ça peut être vraiment crucial. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces actions qui sont en train d'être faites dans des villes. À Paris, c'est des catastrophes pour la circulation, mais c'est indispensable pour prévoir en fait l'avenir de la vie dans ces villes pour qu'elles restent viables et autant que possible un peu agréables. Mais il y a aussi une barrière anti-pollution qui est géré par la pollution. Je me souviens quand on travaillait avec l'équipe de Chanel, parce que dans les villes, les gens riches qui s'achètent Chanel vivent souvent dans les villes, il y a une pollution qui attaque la peau. C'est vraiment pas terrible du tout, la pollution, pour avoir une jolie peau. Et en fait, on travaille avec les chercheurs de Chanel sur les processus de dépollution par les végétaux. Et les végétaux atténuent la pollution atmosphérique. Ils absorbent une partie des eaux de pluie, régulent les écoulements, mais ils absorbent vraiment
du carbone qui est dans l'atmosphère, mais on parle du carbone, du CO2, mais on parle aussi vraiment de microparticules de poussière. Un gros platane peut absorber jusqu'à 4 tonnes de poussière par an par ses feuilles. Et bien sûr, l'eau aussi, c'est très important. On le voit maintenant, pareil, avec ces changements climatiques, les extrêmes d'orage vont être de plus en plus importants, les cyclones, les tornades, tout ça va être une catastrophe. Et quand il y a que du ciment, c'est une catastrophe aussi, puisque l'eau coule, alors qu'on peut faire des zones de captage et que les arbres permettent, grâce à leurs racines, de garder en fait une perméabilité du sol qui va faire, ça va pas être tout quand il y a des grosses tornades, mais en tout cas, au moins, il y a une grosse partie de l'eau qui peut être absorbée dans le sol et permettre, encore une fois, à la biodiversité d'être présente et à ces sols de jouer leur rôle de régulateur des rivières et autres. Alors, il y a des bénéfices culturels aussi, parce qu'on se sent bien, comme je l'ai dit, psychologiquement et même physiologiquement. Pour les gens qui vivent en ville, ça fait du bien. Et c'est vraiment démontré. On a fait des tas d'études sur le bien-être, la perception du bien-être, mais aussi, encore une fois, au niveau de la pression artérielle, quand on voit des animaux, et je peux vous dire, j'ai un petit jardin, j'ai un écureuil qui vient, c'est un vrai bonheur de voir ce petit écureuil qui vient dans son arbre manger ses noisettes. Et c'est clair que ce sont des choses qui font du bien, qui font vraiment du bien à la santé. Donc tout ça, il faut l'avoir à l'esprit. Et dans nos villes, avoir des oiseaux, c'est fondamental. Donc bien sûr, on peut pas avoir des arbres partout, mais avoir des allées, planter les bons arbres, essayer de faire qu'au pied des arbres, on garde un peu de terre avec une diversité d'espèces qui va permettre d'avoir des fleurs. C'est toujours plaisant de voir des jolis parterres fleuris, d'avoir des oiseaux qui vont venir se nourrir des insectes. Et tout ça, ça permet de rendre plus viable la ville et de garder aussi de plus en plus de parcs pour arriver à avoir le bonheur de garder une connectivité naturelle, que ce soit en ville ou dans les natures. Il faut agir pour ça.